L'effet cocktail. Quand c'est notre santé qui trinque. Effet cocktail. Conséquences inattendues résultant de la combinaison de plusieurs substances chimiques entre elles. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast consacré aux effets de l'industrialisation sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui, au comptoir avec Giovanni Prête et Jean-Noël Josel, on discute du rôle de l'État. On va parler de biopouvoir, de santé publique et de réglementation. Aujourd'hui dans l'effet cocktail, l'État. Son obsession, Contrôler les risques. sa peur bleue, Le scandale. sa phrase culte, Responsable mais pas coupable. Dans ma tête, le scénario de base, c'était sur la base des connaissances scientifiques établies, l'État protège la population des substances identifiées comme dangereuses pour la santé, à coup d'interdiction, de limitation et de contrôle. Mais de la même manière qu'on a vu dans le premier épisode que le scientifique n'avait pas de baguette magique, on peut aussi légitimement se demander de quels moyens dispose réellement l'État pour remplir sa mission, mais aussi est-ce qu'il n'est pas dans une position un peu intenable à ménager à la fois la chèvre et le chou en soutenant l'économie et le progrès industriel tout en protégeant la santé des populations. Dès la fin du XVIIIe siècle, on va voir arriver des premières grandes lois en France, par exemple, mais aussi au Royaume-Uni ou dans les pays voisins, les pays où émerge la révolution industrielle. On va voir arriver des premières grandes lois qui ont pour finalité à la fois de protéger les populations contre les dangers induits par l'industrie et en même temps d'encourager le développement industriel qui est vu évidemment comme une source dans des sociétés libérales, comme une source de bienfaits, de bien-être et de progrès. On est à l'époque où s'invente ce que Foucault appelle, c'est un grand mot, le biopouvoir. C'est-à-dire en fait apparaît au XVIIIe siècle un nouveau souci pour les États modernes, qui est non seulement de contrôler les populations, de punir les gens dangereux, d'écarter les fous et les dangereux de la circulation. Ce nouveau souci, c'est aussi de prendre soin de la population et d'aider à prendre soin d'elle-même. Et dans ce contexte-là, les révolutions industrielles apparaissent à la fois comme une source de profit, de bénéfices et de progrès, et en même temps comme une source de danger potentiel. Et depuis cette époque-là, l'État est toujours en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, entre d'un côté ne pas décourager le progrès technique et industriel, et d'un autre côté en limiter les effets potentiellement nocifs sur la santé des populations. Donc c'est dans ces années-là, au fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, que s'invente la notion même de santé publique, même la notion de population, ce que montre bien Foucault, et commence à ce moment-là à avoir une consistance réelle qui est étayée par de nouveaux savoirs, typiquement des savoirs statistiques, issus par exemple des recensements. Et c'est donc dans ces décennies-là que vont commencer à se forger des politiques publiques qui ont pour vocation de protéger les populations exposées aux dégâts potentiellement induits par l'industrie sans nuire au développement industriel. Un exemple archétypique de ça, c'est à la fin du XIXe siècle, la loi sur les accidents du travail, qui introduit en France pour la première fois, mais ce n'est pas qu'en France, dans les pays voisins, il y a des dispositions légales qui sont à peu près similaires. En 1898 est adoptée en France une loi qui répare les accidents provoqués par le travail, en fait par le travail industriel évidemment. Un siècle d'industrialisation, c'est un siècle au cours desquels se sont multipliés des accidents qui vont survenir auprès d'ouvriers qui sont sur des échafaudages ou qui travaillent avec des machines dangereuses. Le fait d'indemniser automatiquement ces accidents et leurs dommages et d'obliger les industriels à s'assurer contre ça, c'est le résultat d'une loi qui est en fait une loi de compromis entre d'un côté protéger la population, la santé des ouvriers, des populations ouvrières exposées, et de l'autre, ne pas décourager le progrès, ne pas interdire, par exemple, des procédés industriels dangereux au prétexte qu'ils auraient des effets sur la santé, mais plutôt compenser, indemniser qu'interdire. Donc là, on parle de l'État, mais on parle de quoi concrètement ? On parle du pouvoir exécutif, de ministres et de ministères précis avec des services administratifs derrière, ou on parle d'autres institutions ? C'est qui l'État quand on parle de santé environnementale ? Alors, je pourrais faire mon sociologue à la Pierre Bourdieu et dire l'État, ça n'existe pas. Mais en fait, il y a quand même des institutions qui, dans la représentation collective, incarnent l'État et qui ont un certain nombre de pouvoirs réglementaires, de pouvoirs d'inspection qui sont importants par rapport aux enjeux dont on discute ensemble.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, c'est pas monolithique. Et en fait, à l'intérieur de l'État, il va y avoir différents ministères qui vont avoir différentes administrations, des administrations centrales et des administrations déconcentrées, et qui vont être en lutte les unes avec les autres, ces administrations, en fonction des périmètres qu'elles défendent, et qui vont avoir dans ces luttes des forces inégales en fonction à la fois de leur ancienneté. Plus une administration est ancienne, plus en général elle a du pouvoir. Et plus elle a du pouvoir, plus elle a une administration déconcentrée qui est formée, qui est riche, qui est nombreuse. Historiquement, c'est assez commun de distinguer par exemple les administrations qui relèvent des fonctions régaliennes de l'État, la fiscalité, la justice et la police et la guerre, on va dire, qui sont des administrations fortes, qui sont des administrations anciennes, qui sont en fait nécessaires à l'existence même d'un État. Il faut pouvoir, pour qu'un État existe, rendre la justice, assurer l'ordre, et pour pouvoir faire financer ces activités de justice et d'ordre, lever l'impôt. Donc il y a 3 ministères qui sont des ministères qu'on appelle régaliens, qui sont souvent assez puissants. Et puis il y a d'autres ministères qui sont puissants aussi, qui sont plus anciens. Donc, en général, il y a le ministère de l'Industrie, dont le nom peut changer au cours du temps, qui est en général assez ancien, dont la création va remonter au 19e ou au début du 20e siècle. Le ministère de l'Agriculture aussi, qui vont être des ministères qui vont plutôt pousser des politiques productivistes, qui vont à la fois vouloir développer les activités des personnes qui dépendent de leur périmètre d'action, donc les agriculteurs, les industriels, etc., et puis développer en même temps leurs propres activités. Plus un ministère a un périmètre qui est vivant, plus il acquiert du pouvoir. Des ministères qui sont plus faibles, ce sont les ministères de l'environnement, je vais revenir dessus, et puis des ministères de la santé qui se sont créés un petit peu plus tard, justement à un moment où l'État a vu dans sa capacité, ou certains éléments de l'État ont vu dans la capacité à protéger les populations, à faire cette promesse de protéger, de développer les populations, une façon d'asseoir sa légitimité et son développement, en lien aussi avec des objectifs guerriers. C'est-à-dire que ce qui se passe au 19e siècle, par exemple, c'est une grande concurrence en Europe entre différents pays industriels pour développer leur industrie, mais aussi pour développer une industrie qui peut servir directement à faire la guerre, des poudres, construire des bateaux, construire des armes, etc., etc. Donc, c'est toujours en lien avec des objectifs régaliens pour le coup. Si on prend les enjeux de santé environnementale, le problème de ces enjeux-là, c'est qu'ils relèvent un petit peu de la santé. Mais bon, la santé, elle s'est construite à l'intérieur de l'État plutôt autour des maladies infectieuses, de la défense, de l'allongement de la vie, de la lutte contre les maladies infectieuses. Et donc la santé environnementale, elle va être un peu à la frontière entre ce qui relève de la santé et ce qui relève de l'environnement. Et j'imagine que le ministère de l'Agriculture a aussi son mot à dire, que quand il y a un secrétaire d'État à la mer, pareil, l'industrie, pareil. Exactement. En fait, on pourrait très bien imaginer que c'est un enjeu qui concerne tous les ministères, mais le problème de ces enjeux transversaux, c'est que à force de concerner tous les ministères, ils ne concernent plus aucun ministère, et que les ministères, surtout aujourd'hui, depuis, on va dire, une trentaine d'années, dans une période de restriction budgétaire, c'est-à-dire de réduction progressive du périmètre de l'État, du nombre de fonctionnaires, les ministères n'ont pas forcément envie de s'occuper de cet enjeu. Et ça, pour le coup, l'environnement, c'est une activité, un périmètre, un ensemble d'activités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, donc la défense de la nature, la lutte contre les pollutions industrielles, qui est beaucoup plus récent dans l'histoire des constructions étatiques. En France, le ministère de l'Environnement, par exemple, il date de 1971. Ce qu'on appelle le ministère de l'Environnement, c'est 1971. Ce qui est très tardif par rapport à tout un ensemble d'autres ministères. Le ministère des Finances, il remonte au Moyen-Âge, et le ministère de l'Agriculture, il remonte au 19e siècle. Donc on a un décalage d'un siècle, par exemple, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Ce qui fait que pendant très longtemps, le ministère de l'Environnement, il va être une administration centrale assez faible, une administration déconcentrée assez faible. Et ça va se jouer dans les arbitrages, les rapports de pouvoir qu'il y a encore aujourd'hui entre les différents ministères. Quand tu dis administration déconcentrée du ministère de l'Environnement, c'est tout l'ensemble des administrations qui, sur le terrain, au niveau des départements, au niveau des régions, sont chargées d'appliquer les règles qui sont prises, alors aujourd'hui au niveau national, mais aussi au niveau européen, et de s'assurer du contrôle de l'application de ces règles. Voilà, si on fait la cartographie générale, en fait, l'État, c'est un pouvoir politique
qui dépend en fait d'une administration pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Et cette administration, elle a besoin de relais locaux pour pouvoir agir. Et donc, dans cette cartographie, vous n'avez pas cité des mots, des noms qu'on entend quand même souvent. On entend beaucoup parler de l'ANSES, on entend beaucoup parler de Santé publique France. Qui sont ces acteurs? Est-ce qu'elles représentent aussi l'État? C'est quoi leur statut? Ça, c'est des agences. Ces fameuses agences, ces autorités administratives indépendantes, en fait, c'est des acteurs dont on parle tout le temps maintenant dans les questions de santé environnementale. Effectivement, alors l'ANSES, par exemple, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail, et qui a un rôle fondamental à jouer, par exemple, dans l'évaluation des risques des pesticides ou de nombreux contaminants chimiques. C'est une agence absolument centrale dans les questions de santé environnementale. À l'échelle de l'histoire des révolutions industrielles et des politiques qui ont visé à les accompagner, à les domestiquer, à en limiter les effets néfastes, ces acteurs-là, ces agences sont très récents. En France, en fait, les agences apparaissent à la fin du XXe siècle. Elles apparaissent un peu plus tôt aux États-Unis, à la fin des années 60. Et elles apparaissent pas complètement par hasard, elles apparaissent parce que les controverses commencent à se multiplier autour des enjeux de santé environnementale liés à des contaminants industriels. Alors, par exemple, aux États-Unis, une controverse archétypique des années 60, c'est celle qui est provoquée par la parution du livre Le Printemps silencieux de Rachel Carson, qui met en cause les pesticides, et notamment le DDT, qui est un des produits les plus utilisés à l'époque, et qui met en cause aussi l'incapacité de l'État fédéral américain à contrôler efficacement ces produits et à en protéger efficacement la population. Notamment parce que les politiques publiques apparaissent beaucoup trop dépendantes aux yeux de Rachel Carson vis-à-vis des intérêts des gros acteurs de l'agro-industrie, qui ont eux-mêmes intérêt à promouvoir l'utilisation de ces produits. Et dans ce contexte de montée des controverses, en fait, ces acteurs institutionnels faibles, que sont les ministères de l'environnement ou de la santé, dès lors qu'il s'agit de santé environnementale, vont apparaître en fait incapables de répondre à la crise de confiance qui commence à ce moment-là à s'instaurer dans la société américaine, et puis plus tard en France, sous l'effet d'autres crises sanitaires, plutôt dans les années 90 en France, mais typiquement la crise de l'amiante, c'est une crise des années 90, ou la crise de la vache folle, qui ont toujours un peu le même scénario, malgré toutes leurs différences, c'est-à-dire l'idée derrière, c'est toujours de mettre en cause une administration centrale, des ministères, qui s'avèrent à la fois incapables de prendre en considération les données scientifiques existantes pour protéger les populations exposées à des produits industriels dangereux, et qui s'avèrent parfois trop proches des intérêts industriels pour apparaître le garant efficace et objectif de la santé publique face aux risques induits par le progrès industriel. C'est dans ce contexte-là qu'on va inventer de nouveaux acteurs institutionnels et ces agences. Vous pouvez rappeler en 2 mots le scandale du sang contaminé, de la vache folle, qu'on se remette juste en tête. En 2 mots, c'est difficile, mais c'est des scandales qui vont marquer profondément les années 90 en France. En fait, les années 90 en France vont voir se succéder une série de scandales de santé publique. Donc, le premier, sans doute le plus retentissant, c'est le sang contaminé. C'est un peu loin de nos sujets parce que c'est lié à des produits de santé, mais c'est néanmoins aussi lié à des produits qui sont le fruit d'un progrès industriel, thérapeutique, qui avaient des risques qui ont été mal maîtrisés, mal mesurés et mal maîtrisés par les institutions dédiées, notamment le ministère de la Santé. La crise de la vache folle, c'est un peu le même scénario. C'est un progrès industriel qui permet de diminuer les coûts de la nutrition des élevages bovins, mais qui vont résulter dans un risque de contamination des êtres humains par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et qui vont aussi déboucher sur la mise en cause de la capacité du ministère de l'Agriculture à protéger la population et à contrôler ces risques. Et puis le scandale de l'amiante, Giovanni en a parlé lors du précédent épisode, mais c'est aussi les années 90, un moment où on se rend compte qu'en fait, on avait ce produit cancérogène auquel des dizaines de milliers de travailleurs étaient exposés en France. On savait que c'était cancérogène depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, et très peu de mesures avaient été adoptées par l'État pour protéger efficacement la population laborieuse exposée à l'amiante. Et donc c'est en réponse à ces différents scandales qu'on crée ces entités, autorités administratives indépendantes, c'est ça, pour créer un peu les conditions de la confiance. C'est ça, rétablir la confiance. Aux États-Unis, ça va être en 1970 la création de l'Environmental Protection Agency. On en parle beaucoup là avec l'administration Trump, qui vise à réduire beaucoup ses pouvoirs. Mais néanmoins, si cette agence existe depuis 1970, c'est aussi parce qu'elle a été précédée par une décennie de controverses et d'interrogations sur comment on fait pour protéger la population contre des produits industriels type les pesticides,
Est-ce qu'on peut faire confiance à l'administration centrale pour faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas un nouvel acteur dédié? Et c'est pour ça que cette agence a été créée. En France, c'est donc 30 ans plus tard, plutôt à la fin des années 1990, mais ça va être le même type de réponse institutionnelle. La crise du sang contaminé va déboucher sur la création d'une agence dédiée à la sûreté des médicaments. La crise de la vache folle a une agence dédiée à la sûreté des produits alimentaires. Et puis la crise de l'amiante a une agence dans le champ de la santé environnementale. Et donc ces 3 agences, on peut les nommer aujourd'hui? Alors oui, on peut les nommer, mais elles ont été renommées au D'accord. départ. Alors c'est des sigles un peu longuets, mais dans le domaine des produits de santé, c'est l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle a disparu il y a une quinzaine d'années au profit de l'ANSM. L'Agence nationale de sécurité des médicaments. Voilà, je devine. exactement. Merci beaucoup, Juliette. Dans le domaine de l'alimentation, c'était l'AFSA, qui est apparu en 1998, Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et dans le domaine de l'environnement et du travail, un peu plus tard est apparue l'AFSET, Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. AFSAPS, AFSA, AFSET, c'est des sigles qui ont tous disparu. L'AFSA et l'AFSET, donc alimentation d'un côté et environnement travail, ont été fusionnés en 2010 dans l'ANSES dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est une série de sigles, difficile de s'y retrouver, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que ces acteurs qui étaient censés un peu laver plus blanc que blanc, rétablir la confiance du public dans la capacité des pouvoirs publics à contrôler efficacement les dangers du progrès et à en protéger la population. En fait, cette confiance, elle est jamais garantie et très souvent, ces agences sont un peu des fusibles qui vont sauter en cas de nouveaux scandales, de nouvelles crises sanitaires. D'ailleurs, il y a des analystes politiques qui disent que ces agences ont été des moyens plus que d'améliorer la régulation des risques de santé environnementale, mais d'améliorer la régulation du risque de réputation de l'État, en fait. C'est-à-dire qu'on crée des C'est institutions... sévère. C'est un peu sévère, mais enfin, là-dessus, il faut aussi revenir historiquement, c'est-à-dire qu'au moment où est créé l'EPA, l'Environmental Protection Agency, dans les années 60-70 aux États-Unis, en réaction aux révélations, notamment de Rachel Carson sur la dangerosité du DDT et l'incapacité du ministère agricole américain à réguler ce pesticide qui en fait est très dangereux pour toute la chaîne alimentaire. Il y a une vraie utopie derrière, c'est-à-dire cette idée qu'on va séparer la décision politique de l'évaluation réglementaire, on va faire une séparation entre l'évaluation du risque et la gestion du risque. C'est-à-dire entre la science et la politique. Entre la science et la politique, et qu'on va créer des agences qui sont suffisamment puissantes pour qu'elles puissent résister aux intérêts industriels et produire des connaissances et des connaissances certaines, objectives, qui permettront au pouvoir politique à la fois de ne pas faire n'importe quoi quand ils prennent des décisions et de prendre des bonnes décisions. Et donc justement, comment est-ce qu'on sécurise ça? C'est quoi les procédures qui permettent de créer cette sécurité-là? L'idée qui est dans la philosophie de la création des agences, dans cette utopie un peu administrative qu'il y a dans les années 70, c'est l'idée déjà qu'on crée des corps séparés, on crée des fonctionnaires dédiés à ces choses-là. Et c'est une idée aussi que la transparence va beaucoup aider. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des administrations qui font des réunions, c'est pas trop il va y avoir tout un ensemble de travaux, d'obligations qui vont être données à ces agences de rendre plus transparentes leurs activités. Donc elles vont devoir rendre compte de la liste de leurs experts, de la formation de leurs experts. Elles vont devoir rendre compte des protocoles qu'elles ont suivis quand ils ont animé des réunions. Elles vont devoir déclarer les conflits d'intérêts financiers des personnes qui travaillent pour elles, etc. Donc cette idée que la transparence en elle-même va permettre à ces agences d'être plus efficaces. C'est une grosse utopie. Et en fait... Mais utopie, tu veux dire au sens où... Dans le sens où on pensait véritablement que les problèmes de santé environnementale seraient résolus. Voilà. 30 ans, 40 ans après la création 50 ans après la création de l'EPA, on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de scandale après le DDT. Il y en a eu une multiplication et ces agences elles-mêmes ont été mises en cause, soit parce qu'elles étaient elles-mêmes noyautées par des industriels, soit parce que en fait elles ne sont pas dotées de suffisamment de moyens pour remplir les missions qui leur sont données, soit parce qu'on s'est aperçu que la transparence, c'est un beau principe, mais qu'il ne suffit pas de rendre public ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui aient les capacités de saisir ces données qui sont rendues publiques pour les politiser, quoi. Et en fait,
Ce que disait Jean-Noël, c'est que il y a eu des reconfigurations, on a renommé les agences, les a réorganisées. C'est parce qu'il y a eu d'autres scandales sanitaires qui ont continué et qu'on s'est dit bon, c'est pas un problème finalement c'est pas parce qu'on n'a pas assez régulé les activités industrielles, c'est parce qu'on n'a pas assez financé, assez bien organisé notre protocole d'évaluation du risque. Et, et donc moi, à titre personnel, je reste persuadé qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ces agences, ça serait pire, la situation d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces agences, quand elles ont été mises en place dans les années 70, elles ont été mises en place avec des moyens qui sont parfois plus conséquents que ceux qui leur sont attribués aujourd'hui, mais dans un monde où l'industrie était moins productrice d'activités polluantes et l'industrialisation avait touché moins de parties du monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et aujourd'hui? La Chine est devenue un acteur mondial industriel, l'Asie en général, une partie de l'Afrique, tout l'ensemble de l'Europe. La production de plastique a explosé, la production de produits pesticides a explosé. Et donc on a des agences qui sont aujourd'hui largement sous-dotées et contraintes dans leurs procédures par rapport à des acteurs industriels qui sont beaucoup plus dotés en moyens financiers, en moyens humains, et aussi beaucoup plus libres d'agir comme ils le veulent. Agence dont l'existence même est régulièrement remise en cause par des rapports parlementaires ou des projets de loi par ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute à ça l'échelon européen, dont on sait qu'il joue un rôle important en matière de réglementation, avec par exemple le règlement REACH sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques? L'Europe a fait partie des promoteurs historiques de l'adoption par les États membres de réglementations qui sont censées être protectrices, par exemple vis-à-vis de l'eau qu'on boit et de sa composition en termes de contaminants chimiques. Ou le règlement REACH que tu citais, c'est un règlement qui a maintenant une quinzaine d'années et qui vise à ce qu'il y ait une forme d'évaluation des substances chimiques qui sont présentes sur le marché. Mais en même temps, ces réglementations, elles ont aussi une autre finalité et qui va complètement de pair avec cette finalité de santé publique et de protection. Elles visent aussi à organiser les conditions de la libre circulation et des biens et des personnes au sein du marché commun. Et donc, elles ont une finalité à la fois sanitaire et économique. C'est complètement intriqué l'une dans l'autre. Ça conduit à ces réglementations à être toujours des réglementations de compromis. Par exemple, REACH, c'est une réglementation qui a permis de produire des données sur les substances chimiques auxquelles on est exposé, mais pas toutes les substances chimiques, parce que tout ça a été négocié, et pour pas nuire aux intérêts industriels, il y a eu beaucoup d'exemptions et d'exceptions qui font que c'est une réglementation qui a au final une portée un peu limitée. Et donc, on retrouve complètement au niveau européen cette ambiguïté structurelle qui est là depuis 2 siècles de politique d'accompagnement du progrès industriel et de ses dangers. Et juste pour savoir, c'est possible pour un État comme la France d'être plus exigeant que l'Europe sur une interdiction de Tout réglementation? dépend du type de réglementation. Alors, on a beaucoup parlé avec la loi Duplon à l'été 2025. On a beaucoup parlé de la surtransposition française parce que un pesticide néonicotinoïde, l'acétamipride, est interdit en France et pas dans les autres États membres. Les pesticides, ça fait partie de ces réglementations où il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux États membres et qui l'utilisent comme bon leur semble. Donc, dans certains domaines, oui, c'est possible pour un État membre d'aller plus loin que ce que réclame la réglementation européenne. Ok. Est-ce que ça vous semble fair-play ou justifier cette espèce d'impression qu'il y a dans le débat public que l'État serait défaillant ou pas en capacité de protéger la population? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour être juste, en fait, dans cette appréciation? Rappelons quand même ce qu'on a vu lors de l'épisode précédent. Les données scientifiques sont nombreuses, très utiles, mais parcellaires. De toute façon, il n'y a pas de politique publique complètement rationnelle, c'est-à-dire totalement adossée à des connaissances indiscutables qui permettraient de prendre en charge l'ensemble des problèmes de santé publique potentiellement générés par les risques induits par le progrès industriel. Après, tout ce qu'on a décrit sur l'évolution des politiques publiques dans ce domaine-là conduisent à penser que les choses sont sans doute moins pires qu'elles ont pu l'être il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, à une époque où c'était vraiment que les administrations centrales qui géraient ces questions-là. On peut raisonner en contrefactuel, c'est-à-dire en contrefactuel, en tout cas en allant voir ailleurs. On a un exemple intéressant en ce moment qui sont les États-Unis, où il y a un président qui essaye vraiment de privatiser la gestion des affaires publiques et d'affaiblir profondément l'État. Donc on peut penser que moins il y a d'État,
plus c'est dommageable pour la santé environnementale. Après, est-ce que ça veut dire on peut pas qu'on doit faire confiance à l'État en France ou en Europe? En fait, comme on l'a dit tout au long de l'épisode, on a un État qui essaye de protéger les populations, mais qui avant tout essaye de développer son industrie, développer ses activités industrielles, sécuriser ses rentrées d'argent fiscal aussi, parce que c'est comme ça qui fonctionne. Et j'ai envie de dire que le changement, il ne faut pas tant l'attendre de l'État, qui est occupé par des politiques pour les postes politiques ou des administrations qui sont dans des périmètres et dans des routines administratives, mais attendre peut-être des citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils votent. Moi, la question qu'on me demande souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement ou la santé environnementale, j'ai envie de dire voter. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est à la fois la conscience de plus en plus forte dans la population des enjeux de santé environnementale et le fait que dans les débats, les choix de vote électoraux, ces enjeux de santé environnementale semblent être toujours assez mineurs comme déterminants des orientations du vote des populations. Merci Giovanni et Jean-Noël. Rendez-vous dans le prochain épisode pour échanger cette fois sur l'industriel. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Tiner pour les moyens techniques et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prette d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail. Au XXe siècle, en fait, on peut penser, d'ailleurs il y a des procès qui l'ont montré, que des industriels ont eu des données toxicologiques qui montraient que l'amiante était un facteur de risque important de développer ce cancer de la plèvre, des études épidémiologiques qui l'ont montré, mais même quand il y a eu des études épidémiologiques publiques qui ont été publiées, même quand il y a eu des études toxicologiques publiques qui ont été publiées, ça ne suffit pas parce que la science, la vérité scientifique, c'est pas une étude qui montre quelque chose. Une vérité scientifique, c'est quand il y a plusieurs études qui vont dans le même sens. Et il ne suffit pas qu'il y ait une vérité scientifique pour que cette vérité scientifique soit prise en compte par les pouvoirs publics. Si je reprends l'amiante, dans les années 60-70, il y a une grande conférence internationale qui sont organisées aux États-Unis. Et là, il y a une espèce de consensus scientifique qui va se mettre en place pour dire l'amiante est un facteur causal de cancer. Et pourtant, on attend les années 96 pour l'interdire en Europe et en France. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a des industriels qui peuvent essayer d'entretenir artificiellement la controverse publique en publiant d'autres études qui vont essayer de contester le consensus. Et parce qu'on peut aussi avoir des pouvoirs publics qui ne font pas attention au consensus scientifique qu'il peut y avoir sur un problème de santé publique. Et les pouvoirs publics vont s'intéresser à un problème, non pas parce qu'ils ont une veille scientifique très riche qui fait qu'ils vont suivre tout ce qui se passe dans la science, mais parce qu'il y a un moment, il y a des acteurs, et on en parlera dans les autres épisodes, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des médecins, des victimes, qui vont se saisir de données scientifiques dormantes dont personne ne parle, et qui vont essayer de le construire en tant que problème, et qui vont rendre incontournable pour les pouvoirs publics le fait de devoir se mobiliser sur ce problème-là. Donc, c'est aussi ça qui rend les enjeux de santé environnementale et des enjeux politiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait des savoirs qui montrent qu'il y ait des produits qui soient contaminants et que ces contaminations entraînent des problèmes de santé pour que ça crée de l'action publique, pour que ça crée de la mobilisation. Il faut qu'il y ait un ensemble d'acteurs qui se saisissent de ces données-là, qui sont difficilement accessibles, difficilement compréhensibles et qui en fassent un problème, qui les scandalisent quelque part. Du coup, à la fin, moi j'ai presque envie de demander, ce qui se passe, c'est qu'on en attend trop de la science ? La science, elle a des grands pouvoirs, évidemment, compte tenu de sa capacité à produire de la connaissance. On attend beaucoup des scientifiques qu'ils nous disent si les produits industriels auxquels on est exposé dans notre quotidien, sur notre lieu de travail, dans nos lieux de vie, dans les lieux où on se déplace, est-ce qu'ils sont dangereux pour notre santé ? Ils ont une grande capacité à produire de la vérité là-dessus. Mais ce que j'espère que les auditeurs auront compris après cette demi-heure de podcast, c'est que c'est des réponses qui restent nécessairement incomplètes, ne serait-ce qu'en raison des limites méthodologiques des savoirs disponibles. Intrinsèque. Voilà. Et donc, quand on se place dans une perspective scientifico-scientifique, on a toujours envie de dire, mais
comme disent les anglo-saxons, more science is needed. Il faut plus de recherche. Et oui, il faut plus de recherche. Maintenant, si on fait un petit pas de côté et qu'on a une compréhension un peu plus politique des choses, on voit bien que l'argument est un peu dangereux parce qu'il faut plus de recherche, sans doute. C'est toujours légitime de chercher davantage, mais ça peut facilement devenir une incitation à une forme d'inaction. Typiquement, ce qui s'est passé dans le dossier de l'amiante en France. Et je rajouterais qu'il y a déjà beaucoup de recherches qui existent sur beaucoup de polluants industriels. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir plus de recherche pour agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à financer de la recherche, mais ça veut dire qu'il faut éviter de penser que c'est l'agenda scientifique, en tout cas la dynamique scientifique, qui doit être le métronome de l'action politique. Ça donne vraiment envie de se demander ce que c'est l'ingrédient mystère qui fait justement que ça prend tout d'un coup et qu'on crée un moment dans le débat public, dans la prise de conscience collective, et que derrière, ça déroule et il y a des choses qui se passent, quoi. Et ben on verra au prochain épisode. Merci Giovanni et Jean-Noël. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour échanger sur le rôle de l'État. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Tiner pour les moyens techniques et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail.